Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ, où une femme vierge qui avait besoin d'argent décide de vendre son côté pur, le millionnaire l'achète pour une nuit, sans savoir qu'il allait s'impliquer profondément avec elle. Mais avant de raconter cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous nous regardez, en continuant. Le clocher de l'église principale de Saint-Doré sonnait 7 coups dans la matinée, tandis que Sophie Mercier organisait ses dossiers de cours sur la table usée de la salle des professeurs. Le vieux bâtiment de l'école municipale gardait la même odeur de bois et de craie qu'elle connaissait depuis l'enfance, quand elle occupait encore l'un des pupitres au lieu d'être devant le tableau noir. Ses doigts délicats, tachés d'encre, rouges des corrections de la nuit précédente, parcouraient les feuilles, tandis que ses yeux marrons révélaient la fatigue d'une nouvelle nuit d'insomnie. « Professeur Sophie, la directrice veut vous parler. » La voix de Madame Josette, la concierge, qui travaillait là depuis plus de 3 décennies, interrompit ses pensées. Sophie ajusta sa robe simple en coton fleuri, cadeau de sa grand-mère au dernier Noël, et marcha dans les couloirs au plancher de bois qui grinçaient sous ses pas. Dans le bureau de la direction, Élisabeth Dubois, une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants toujours attachés en un chignon sévère, l'attendait avec une expression que Sophie ne connaissait que trop bien. C'était la même qu'elle voyait dans le miroir tous les matins depuis qu'elle avait reçu le diagnostic de sa grand-mère. « Asseyez-vous, Sophie. Nous devons parler de votre situation. » Les paroles qui suivirent étaient imprévisibles, mais pas moins douloureuses pour autant. Le retard dans le paiement des mensualités de l'assurance maladie de Madame Marguerite avait entraîné sa suspension. La cardiopathie qui consumait le cœur de sa grand-mère n'attendrait pas la bureaucratie de la sécurité sociale, et les médecins avaient été clairs. Sans l'opération dans les prochains mois, les chances étaient minimes. Sophie retourna dans sa salle de classe comme un automate, les voix joyeuses de ses élèves de CM2 semblant lointaines, comme si elles venaient d'un autre monde. Pendant qu'elle expliquait les verbes et leurs conjugaisons, son esprit calculait et recalculait des chiffres qui refusèrent de faire sens. Son salaire de professeur municipal couvrait à peine les dépenses de base et les médicaments de plus en plus chers. Les économies de toute une vie de sa grand-mère, ancienne couturière du quartier, s'étaient épuisées dans les derniers traitements. Le soir, après avoir mis Madame Marguerite au lit, Sophie s'effondra dans sa minuscule chambre, à l'arrière de la maison. L'écran de son ordinateur portable illuminait son visage tandis qu'elle recherchait désespérément des alternatives. C'est alors qu'une annonce discrète, de celle qui semble surgir aux heures les plus sombres de la nuit, attira son attention. Orphée, où les désirs extraordinaires rencontrent des âmes uniques. Ses mains tremblèrent en cliquant sur le lien. Le site était élégant, minimaliste, protégé par plusieurs couches de sécurité. Sophie créa un profil anonyme, ses doigts hésitant sur chaque touche comme s'ils touchèrent des braises. Les histoires qu'elle y trouva la firent rougir, des femmes qui offraient leur compagnie, des expériences. Des moments uniques à des hommes prêts à payer des fortunes pour la discrétion et l'exclusivité. L'idée naquit comme un murmure honteux dans son esprit, grandissant jusqu'à devenir un cri qu'elle ne pouvait plus ignorer. Sa virginité, gardée non par conviction religieuse, mais par une timidité presque pathologique, et une vie consacrée aux études et aux soins de sa grand-mère, pourrait être son salut, ou sa perdition. Avec des larmes silencieuses coulant sur son visage, Sophie rédigea son annonce. Elle n'utilisa pas de subterfuge ou de mots doux. Elle fut directe, honnête jusqu'à la douleur. Professeur, 27 ans, vierge, j'offre ma première. Foi en échange de la somme nécessaire pour une opération cardiaque. Je ne recherche ni relation, ni continuation, juste la chance de sauver quelqu'un que j'aime. De l'autre côté de la ville, dans son penthouse de l'immeuble le plus haut de Saint-Doré, Alexandre Lefort observait la nuit à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Son reflet dans la vitre montrait un homme aux traits marqués, aux cheveux grisonnants sur les tempes et aux yeux verts qui portèrent le poids de vieux souvenirs. L'ordinateur portable sur son bureau affichait le site d'Orphée où il passait des heures perdues dans des profils qui promettaient une compagnie sans engagement, une habitude qu'il avait développée non par désir, mais par une incapacité chronique à se connecter véritablement avec quelqu'un. L'annonce de Sophie apparut sur son écran comme un coup dans l'estomac. L'honnêteté brute, l'absence d'artifice, la
Motivation désespérée mais digne, tout cela le frappa comme rien ne l'avait frappé depuis des années. Ses mains, calleuses d'avoir tenu pendant des années la barre d'entreprise milliardaire, tremblèrent en cliquant sur le bouton de « Contact ». Le message qu'il envoya fut tout aussi direct « J'accepte vos conditions ». Nom et visage restent anonymes. Valeur déposée à l'avance. Une nuit sans passé ni futur. Seulement le présent et le silence. Sophie reçut le message pendant son cours de littérature. Elle expliquait les romans réalistes quand son téléphone vibra dans la poche de sa robe. En lisant les mots pendant la pause, elle sentit son monde tourner. La proposition était réelle. L'argent serait suffisant. Et l'homme semblait aussi direct qu'elle dans son désir de discrétion. Cette nuit-là, assise au bord du lit de sa grand-mère, Sophie observa le visage serein de Madame Marguerite endormie. Les rides profondes racontaient des histoires d'une vie de travail et de sacrifice. Ses mains, déformées par l'arthrite et des années courbées sur la machine à coudre, bougeaient encore en rêve, comme si elle cousait. Sophie tint une de ses mains entre les siennes et pleura silencieusement, sachant qu'elle avait pris sa décision. La réponse qu'elle envoya fut brève. « J'accepte, quand et où vous le déterminerez. » Les jours qui suivirent furent un flou d'arrangements pratiques et de tempêtes émotionnelles turbulentes. Le résort choisi se trouvait dans les montagnes, à 2 heures de Saint-Doré. Sophie inventa une histoire sur un stage de formation pour enseignants, pour justifier son absence. Madame Marguerite, toujours perspicace malgré la maladie, l'observa avec des yeux qui semblaient voir au-delà des mots, mais ne posa pas de questions. Alexandre, quant à lui, plongea dans le travail comme il le faisait toujours quand il avait besoin d'échapper à ses pensées. Les réunions avec les investisseurs, les décisions sur des millions d'investissements dans le domaine de la biotechnologie, tout semblait distant et sans importance. Son esprit revenait constamment à ces mots simples sur le site. Juste la chance de sauver quelqu'un que j'aime. Le jour fixé arriva avec une pluie fine qui transformait les rues pavées de Saint-Doré en miroirs d'eau. Sophie prépara une petite valise, avec des vêtements simples et une robe blanche que sa grand-mère avait cousue des années auparavant pour une fête de remise de diplôme. Avant de partir, elle embrassa le front de Madame Marguerite et murmura « C'est un je t'aime » qui portait le poids de 1000 confessions non dites. Le résort était un endroit discret, élégant sans être ostentatoire. Sophie arriva la première, comme convenu. La réceptionniste, formée pour des situations comme celle-ci, la conduisit à une suite au dernier étage, avec vue sur les montagnes enveloppées de brume. Sur le lit king size, il y avait un masque de velours noir, partie du protocole d'anonymat d'Orphée. Dans sa salle de bain privée, Sophie prit un long bain, laissant l'eau chaude emporter ses larmes. Elle enfila la robe blanche avec le même soin qu'elle aurait mis pour un rituel sacré. Ses mains tremblaient en plaçant le masque, mais ses yeux dans le miroir étaient fermes, déterminés. Il n'y avait plus de retour possible maintenant. Le son doux de coups sur la porte annonça son arrivée. Sophie sentit son cœur s'accélérer, ses mains glacées serrant le tissu de la robe. Quand la porte s'ouvrit, Alexandre était là, portant également un masque noir qui couvrait la partie supérieure de son visage. Grand, élégant dans son costume sombre, il émanait une présence qui rendait l'air plus dense. Pendant un long moment, ils restèrent simplement à se regarder à travers les masques, le silence entre eux chargé de significations qu'aucun des deux n'osait nommer. Ce fut Alexandre qui parla en premier, sa voix grave et contrôlée brisant la tension. « Pouvons-nous parler d'abord » Sophie acquiesça, reconnaissante pour la suggestion. Ils s'assirent dans les fauteuils près de la fenêtre, observant la pluie qui tombait maintenant plus fort, créant des rideaux d'eau qui isolèrent davantage cette chambre du reste du monde. Ce qui commença comme une conversation hésitante se transforma bientôt en quelque chose de plus profond. Ils parlèrent de littérature. Sophie ne pouvait pas éviter sa passion pour le sujet, même dans cette situation surréaliste. Alexandre la surprit par sa connaissance des classiques et son analyse perspicace d'œuvres contemporaines. Ils n'échangèrent pas d'informations personnelles, respectant l'accord d'anonymat, mais partagèrent des pensées, des idées, des peurs vaguement esquissées. Les heures se dissolvaient comme du sucre dans de l'eau chaude, tandis que Sophie et Alexandre conversaient, protégés par la pénombre de la chambre et l'anonymat des masques. Le vin rouge qu'il avait commandé restait intact sur la table, comme une promesse non encore tenue. La pluie continuait sa symphonie contre les vitres, créant une bulle temporelle
où seuls eux deux existaient. Alexandre observait les gestes délicats de Sophie, la manière dont elle se penchait légèrement en avant quand elle parlait de ses auteurs préférés, comment ses mains dansaient dans l'air, décrivant les histoires qu'elle aimait. Il y avait une pureté dans son enthousiasme qui le déconcertait. Durant ses années à fréquenter Orphée, il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui semblait si réel. « Avez-vous déjà pensé ?» demanda-t-elle à un moment donné, sa voix à peine plus forte que le tambourinage de la pluie, que certaines personnes sont comme des livres que nous trouvons au mauvais moment, que peut-être à un autre moment dans une autre vie. Elle laissa la phrase mourir dans l'air, consciente du poids de ce qu'elle avait presque dit. Alexandre sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il se souvint de Marine, sa sœur cadette, et comment elle aussi avait cette habitude, de laisser des phrases inachevées, comme si le silence pouvait compléter ce que les mots ne parvenaient pas à exprimer. « Parfois, » répondit-il après un moment, « les mauvais moments sont exactement les bons. » L'horloge murale marquait presque minuit quand le premier contact se produisit. C'était quelque chose de simple, ses doigts frôlant légèrement les siens en atteignant le verre de vin. Mais ce contact minimal envoya des ondes d'électricité à travers eux deux. Sophie sentit sa respiration faiblir, et Alexandre remarqua le léger tremblement qui parcourut son corps. « Nous pouvons arrêter, à tout moment, dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. L'argent est déjà sur votre compte. Il n'y a pas d'obligation. » Sophie sentit des larmes se former derrière son masque. Sa gentillesse était presque plus difficile à supporter que la situation elle-même. « Non, » répondit-elle, se levant du fauteuil avec une détermination qu'elle ne savait pas posséder. « J'ai choisi d'être ici. S'il vous plaît, soyez juste doux. » Alexandre s'approcha d'elle, comme on s'approche d'un oiseau effrayé, ses mouvements délibérément lents et doux. Ses mains, lorsqu'elles touchèrent ses épaules, étaient chaudes à travers le tissu fin de la robe. Sophie ferma les yeux, derrière le masque, tout son corps tremblant d'un mélange de peur et d'attente. Le premier baiser fut hésitant, presque chaste. Les masques rendaient l'acte plus compliqué, plus intime d'une certaine façon. Alexandre savoura le goût du vin sur ses lèvres, remarquant comment Sophie répondait instinctivement, son corps se moulant au sien, comme s'ils avaient répété cette danse 1000 fois auparavant. Ses mains à elle, d'abord tendues contre sa poitrine, commencèrent à se détendre, explorant timidement les contours de ses épaules à travers le costume. Alexandre la conduisit lentement vers le lit, chaque pas une question silencieuse, chaque toucher une promesse de soin. La robe blanche glissa le long du corps de Sophie comme de l'eau, révélant une peau qui n'avait jamais connu d'autre toucher que le sien. Alexandre retint sa respiration devant la vision d'elle, si vulnérable et en même temps si forte dans sa décision. Ses mains tremblaient légèrement en traçant la courbe de sa taille, en sentant son cœur battre sauvagement contre ses côtes. « Regarde-moi » demanda-t-il, sa voix un murmure rauque. Sophie obéit, ses yeux rencontrant les siens à travers les masques. À ce moment, quelque chose changea dans l'air entre eux. Ce n'était plus une transaction, un contrat scellé avec de l'argent et du désespoir. C'était quelque chose de plus primitif, de plus vrai. Alexandre l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, plus de passion. Ses mains exploraient son corps avec révérence, découvrant chaque soupir, chaque tremblement. Sophie fut surprise par son propre désir, par la façon dont son corps répondait à ses touchés comme un instrument joué pour la première fois. Quand il la posséda, finalement, ce fut avec une délicatesse qui fit pleurer Sophie. La douleur fut momentanée, éclipsée par la sensation écrasante de plénitude. Alexandre murmurait des mots doux à son oreille, ses doigts entrelacés aux siens, son corps se mouvant dans un rythme qui semblait synchronisé avec les battements de leur cœur. Le plaisir la prit par surprise, se construisant lentement comme une vague jusqu'à se briser en 1 million d'étoiles derrière ses paupières fermées. Alexandre la suivit peu après, son corps tremblant contre le sien, ses doigts serrant les siens comme si elle était son seul ancrage dans la réalité. Ensuite, allongés côte à côte dans l'obscurité, le silence entre eux était différent. Il n'était plus chargé de tension ou d'attente, mais d'une étrange paix. La pluie avait diminué en une bruine légère, et le monde au-delà des fenêtres commençait à s'éveiller. « Tu dois partir en premier », dit finalement Alexandre, sa voix encore rauque. « J'ai demandé une voiture pour te ramener. » Sophie acquiesça, incapable de faire confiance à sa propre voix. Elle s'habilla rapidement,
évitant de regarder le lit où elle pouvait encore sentir sa chaleur. Avant de sortir, elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. Alexandre était assis au bord du lit, portant toujours seulement le pantalon et le masque, son torse nu révélant d'anciennes cicatrices qu'elle avait explorées de ses doigts quelques heures auparavant. « Merci », dit-elle simplement, sachant que tout autre mot serait inadéquat. Alexandre inclina simplement la tête dans un geste qui pouvait signifier n'importe quoi. Sophie ferma doucement la porte derrière elle et marcha dans le couloir de l'hôtel comme une somnambule. Le chauffeur l'attendait déjà à la réception, discret et professionnel comme tous les employés de cet endroit qui semblait exister dans une dimension parallèle. Durant le voyage de retour, Sophie observa le paysage changeant graduellement, de montagnes à villes, son corps portant encore les souvenirs de la nuit précédente, dans chaque muscle endolori, dans chaque marque douce que ses doigts avaient laissée sur sa peau. Elle vérifia son téléphone portable pour la première fois depuis son arrivée à l'hôtel. Il y avait un message de l'hôpital confirmant que le paiement de l'opération avait été traité avec succès. À la maison, elle trouva Madame Marguerite éveillée dans son fauteuil préféré, tricotant comme s'il n'y avait rien d'extraordinaire en ce lundi matin. « Le stage était bon, ma fille ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son ouvrage. Sophie avala la boule dans sa gorge. C'était transformateur, mamie. Plus tard, seule dans sa chambre, Sophie se permit de pleurer, non de regret ou de honte, mais d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose avait changé en elle, quelque chose de fondamental et d'irréversible. Elle enleva la robe, blanche, et la rangea au fond de l'armoire avec le masque de velours qui portait encore son parfum. Alexandre, quant à lui, resta dans la chambre d'hôtel longtemps après le départ de Sophie. Il commanda une autre bouteille de vin et observa le lever du soleil, son corps vibrant encore des souvenirs d'elle. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle s'était donnée, si complètement et honnêtement, qui le hantait. Durant toutes ces années de solitude auto-imposée, il n'avait jamais ressenti une connexion si profonde avec quelqu'un. Quand il quitta enfin l'hôtel, il emportait avec lui plus que des souvenirs. Il portait une obsession naissante, un désir d'en savoir plus sur cette femme qui s'était vendue pour sauver quelqu'un qu'elle aimait. Son chauffeur l'attendait avec la voiture noire blindée, et Alexandre donna des instructions pour retourner au bureau. Il y avait d'importantes réunions ce jour-là, des décisions de milliards à prendre, mais son esprit revenait sans cesse au goût de ses lèvres, au son de sa respiration, à la façon dont son corps s'était parfaitement ajusté au sien. Dans son bureau au sommet du plus grand immeuble de la ville, Alexandre se surprit à taper et effacer des messages sur le site d'Orphée. Il voulait la remercier, lui dire qu'il n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. Il voulait... Quoi? Il n'y avait pas d'avenir possible là-bas. Elle l'avait clairement indiqué dès le début. Cette nuit était tout ce qu'ils auraient. Mais le destin, comme Sophie l'avait dit durant leur conversation sur la littérature, a parfois un sens de l'ironie qui rivalise avec les meilleurs romanciers. Et cette nuit, qui aurait dû être juste une transaction, un moment isolé dans le temps, était sur le point de devenir le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus complexe. Les jours qui suivirent apportèrent une routine apparemment normale pour Sophie. Les cours continuaient, les élèves couraient toujours dans les couloirs de l'école, et les matins, à Saint-Doré, commençaient toujours par le son des cloches de l'église principale. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans le tissu de sa réalité. Chaque moment semblait divisé en deux, l'avant et l'après de cette nuit. L'opération de Madame Marguerite fut programmée pour la semaine suivante. L'hôpital privé, le plus prestigieux de la ville, leur ouvrit ses portes comme si elles étaient des clientes habituelles, sans questionner l'origine soudaine de l'argent. Sophie accompagna sa grand-mère dans les couloirs aseptisés, en sentant le poids du secret à chaque pas. Le médecin, un cardiologue renommé, expliqua la procédure avec un sourire confiant qui coûtait des milliers d'euros. « Tu es différente. »« Sophie !» dit Madame Marguerite la veille de l'opération, ses mains ridées tenant celles de sa petite fille. « Il y a quelque chose dans tes yeux, comme si tu portais un monde entier en toi. » Sophie déglutit, forçant un sourire. « C'est juste de l'inquiétude pour toi, mamie. Demain, tout ira bien. » Mais ce n'était pas seulement de l'inquiétude, c'était une métamorphose silencieuse qui se produisait en elle. Les nuits étaient les pires ou les meilleures, elle ne savait plus dire.
Son corps se souvenait de chaque toucher, de chaque murmure, de chaque moment de cette nuit au ressort. Parfois, elle se réveillait haletante, ses mains cherchant instinctivement un corps qui n'était pas là. À l'école, elle plongea dans le travail avec une intensité renouvelée. Elle commença un projet de littérature avec ses élèves, les encourageant à écrire leurs propres histoires. Parfois, expliquait-elle, mettre les mots sur papier est la seule façon de comprendre ce que nous ressentons. C'est ainsi qu'elle commença son propre livre. Dans les heures tardives, alors qu'elle veillait sur le sommeil de Madame Marguerite à l'hôpital, ses doigts dansaient sur le clavier de l'ordinateur. L'histoire coulait comme une rivière contenue qui trouve enfin une brèche dans le barrage. Ce n'était pas exactement son histoire, les noms étaient différents, les circonstances modifiées, mais l'essence était là, pulsant dans chaque mot. Alexandre, quant à lui, vivait ses propres démons. Le travail, qui était auparavant son refuge, semblait maintenant une prison de réunions interminables et de décisions vides. Les nuits où le sommeil ne venait pas, il se surprenait à revivre chaque moment de cette rencontre, essayant de déchiffrer ce qui avait rendu cette nuit différente de toutes les autres. Son obsession grandissait silencieusement. Utilisant ses ressources et connexions, il commença à enquêter discrètement. Il savait que c'était contre toutes les règles d'Orphée, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il devait savoir qui elle était, il devait comprendre pourquoi il ne pouvait pas l'oublier. Le premier indice vint de l'hôpital. Alexandre était l'un des plus grands investisseurs en technologie médicale du pays, et ses entreprises fournissaient des équipements à pratiquement toutes les grandes institutions de santé. Il ne fut pas difficile de tracer une opération cardiaque spécifique, payée intégralement en un seul virement. Le nom de Madame Marguerite Mercier le conduisit à Sophie. La découverte de son identité fut comme un choc électrique. Une professeure de littérature dans une école municipale, vivant dans une maison modeste, au centre historique de Saint-Doré. Alexandre passa des heures à observer ses réseaux sociaux, tous modestes et réservés comme elle. Des photos avec ses élèves, des citations de livres, des moments simples avec sa grand-mère. La culpabilité le consumait pour avoir violé l'accord d'anonymat, mais quelque chose de plus fort le poussait en avant. Il engagea une société de sécurité privée pour la surveiller discrètement, se disant que c'était juste pour s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle était en sécurité. Sophie, inconsciente de la surveillance, continuait sa routine. L'opération de Madame Marguerite fut un succès, et les jours à l'hôpital furent graduellement remplacés par des séances de physiothérapie et des consultations de suivi. Sa grand-mère reprenait des forces jour après jour, et avec elle, Sophie sentait qu'elle se remettait aussi, non pas d'une opération mais d'une transformation profonde. Le livre grandissait dans son ordinateur, page après page d'une histoire d'amour qui était et n'était pas la sienne. Elle choisit un pseudonyme, Marie Lumière, et commença à rechercher des éditeurs. C'était une forme d'exorcisme, de donner un sens à ce qui s'était passé, de transformer son expérience en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Par un après-midi particulièrement chaud, alors que ses élèves présentaient des travaux sur Madame Bovary, Sophie reçut un email qui changerait tout à nouveau. Une maison d'édition renommée manifestait de l'intérêt pour son manuscrit. L'éditeur en particulier avait été impressionné par la profondeur émotionnelle du récit. « Il y a une honnêteté brute dans votre écriture », disait l'email. « Une façon d'aborder l'amour et le sacrifice qui résonne avec vérité. » Sophie ne savait pas, mais l'email n'était pas une coïncidence. Alexandre, en découvrant le livre à travers sa surveillance discrète, avait bougé des pièces invisibles. La maison d'édition était l'une des nombreuses entreprises dans son portefeuille d'investissement, et le manuscrit était arrivé directement sur le bureau du rédacteur en chef par recommandation spéciale. Le lancement du livre fut programmé pour coïncider avec un salon littéraire qui aurait lieu à Saint-Doré dans les mois à venir. Sophie pouvait à peine croire quand elle vit son pseudonyme dans les supports promotionnels. La nuit du cœur, silencieux, serait présentée comme la grande révélation de l'événement. Alexandre observait tout à distance, à travers des rapports quotidiens et des photos discrètes. Il voyait comment elle souriait davantage maintenant, comment elle marchait avec une confiance qu'elle ne possédait pas avant. Les nuits où l'insomnie le consumait, il lisait et relisait des passages du manuscrit qu'il avait obtenu par avance. Chaque mot le frappait comme une confession, chaque scène était un
miroir déformé de cette nuit qui les avait changés pour toujours. C'est durant une de ces nuits de lecture que la première crise survint. Un mal de tête plus fort que d'habitude, un moment de désorientation qui lui fit renverser son verre, devint. Son médecin personnel fut appelé en urgence. Des examens furent programmés avec urgence. Alexandre ignora les symptômes, concentré sur ses plans pour le lancement du livre. Sophie, pendant ce temps, se préparait pour sa première apparition publique en tant qu'écrivaine. Elle choisit soigneusement ses mots pour les interviews, répéta des réponses aux questions sur l'inspiration derrière l'histoire. Madame Marguerite, déjà rétablie et perspicace comme toujours, observait l'agitation de sa petite fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Ce livre, dit-elle un soir, tandis que Sophie organisait les vêtements qu'elle porterait à l'événement, n'est pas juste une histoire, n'est-ce pas? C'est quelque chose que tu as vécu. » Sophie se figea un moment, ses mains tenant encore une robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. « Pourquoi dis-tu cela, mamie? »« Parce que je te connais, ma fille, et parce qu'il y a des choses qu'une mère ou une grand-mère sait simplement. L'argent pour mon opération, la façon dont tu as changé ce livre, tout est connecté, n'est-ce pas? » Les larmes que Sophie avait retenues pendant si longtemps débordèrent enfin. Elle s'assit à côté de sa grand-mère, ses mains tremblant. « J'ai fait ce que je devais faire, mamie, pour toi. Et je ne le regrette pas. » Madame Marguerite prit le visage de sa petite fille entre ses mains, ses yeux pleins d'une sagesse ancienne. « L'amour qui sauve n'est jamais honteux, Sophie. Jamais. Ce qui m'inquiète n'est pas ce que tu as fait, mais ce qui est resté emprisonné dans ton cœur après cela. » Cette nuit-là, Sophie pleura jusqu'à s'endormir, ses larmes tachant les pages du manuscrit qu'elle révisait. De l'autre côté de la ville, Alexandre recevait le résultat de ses examens, des mots comme tumeur et pronostic réservé dansant devant ses yeux comme des papillons noirs. Le destin, ce même destin qui avait entrelacé leur chemin, une fois se préparait pour une autre de ses ironies. Le salon littéraire approchait, et avec lui le moment où leurs masques, littéraux et métaphoriques, devraient tomber. Le salon littéraire de Saint-Doré transforma le centre historique de la ville en un labyrinthe de tentes blanches et de stands colorés. Les maisons coloniales, avec leurs fenêtres bleues et leurs portes rouges, semblaient s'éveiller de siècles de somnolence pour accueillir écrivains, éditeurs et lecteurs de tout le pays. L'air était chargé de l'odeur du café, des livres, d'œuvres et des possibilités. Sophie arriva tôt à l'événement ce matin-là, sa robe bleu marine choisie avec tant de soin, se déplaçant doucement avec la brise fraîche d'octobre. Son livre serait lancé en fin d'après-midi, sur la scène principale installée sur la place centrale. Les piles d'exemplaires de La Nuit du cœur silencieux occupaient déjà une place de choix dans la librairie officielle de l'événement. Marie, lumière sera la révélation de cette édition, commenta l'une des organisatrices, sans savoir qu'elle parlait à l'auteur elle-même. Sophie se contenta de sourire, sentant le poids du pseudonyme comme une seconde peau. Elle marcha entre les tentes, observant d'autres écrivains dans leurs séances de dédicaces, imaginant comment ce serait d'être de l'autre côté de la table dans quelques heures. Alexandre arriva au salon par une entrée latérale, discrètement, comme toujours. Ses yeux verts parcoururent la foule à travers les lunettes de soleil qu'il portait maintenant constamment pour dissimuler les cernes profondes causées par les nuits sans sommeil et les médicaments. La tumeur dans son cerveau était son secret le mieux gardé, après elle. Il avait planifié chaque détail de cette journée méticuleusement. En tant que principal sponsor de l'événement par l'intermédiaire d'une de ses sociétés écrans, il s'était assuré l'accès à toutes les zones et informations. Il savait exactement où Sophie serait et à quelle heure. Mais la voir en personne, après l'avoir observée si longtemps à travers des photos et des rapports, c'était différent. Elle était plus belle qu'il ne se souvenait, même sans le masque de velours qui avait marqué leur unique rencontre. Il y avait une nouvelle confiance dans ses mouvements, une sérénité qui n'existait pas auparavant. Alexandre sentit son cœur s'accélérer d'une façon que les médecins ne recommanderaient certainement pas. La matinée se déroula avec Sophie participant à une table ronde sur les nouveaux auteurs. Utilisant son pseudonyme, elle parla du processus créatif avec une éloquence qui la surprit elle-même. « Écrire, dit-elle à un moment donné, c'est comme dénuder son âme page après page, en espérant que quelqu'un reconnaisse non seulement les mots, mais les silences entre eux. » Alexandre, assis discrètement au dernier rang,
but chaque mot comme un homme assoiffé dans le désert. Il reconnaissait dans les sous-entendus de son discours les mêmes nuances qu'il avait capturées cette nuit-là au Résor. La même honnêteté brute, la même capacité à transformer les émotions en quelque chose de tangible. Pendant le déjeuner, Sophie trouva un moment de solitude dans un café historique près de la place. Elle commanda un café simple et ouvrit son exemplaire du livre, relisant des passages qu'elle connaissait par cœur. C'est alors qu'elle remarqua l'homme en costume sombre, assis quelques tables plus loin. Il y avait quelque chose de familier dans sa posture, dans la façon dont il tenait sa tasse de café, qui fit bondir son cœur. Alexandre remarqua son regard et détourna le visage, maudissant sa propre imprudence. Il ne devrait pas être si proche, pas encore. Mais c'était comme si une force magnétique le tirait vers elle, défiant toute logique et précaution. L'après-midi apporta de lourds nuages et la promesse d'orage. Le lancement officiel du livre était prévu pour 17 heures. Sophie échangea la robe bleue pour une vert foncé, que sa grand-mère avait spécialement choisie pour l'occasion. Madame Marguerite insista pour être présente, assise au premier rang, son visage rayonnant de fierté. « Mesdames et messieurs, annonça le maître de cérémonie, c'est avec grand plaisir que nous présentons le début littéraire de l'année. La nuit du cœur silencieux, de Marie Lumière, est une œuvre qui explore les profondeurs de l'amour, du sacrifice et de la rédemption. » Sophie monta sur scène en sentant ses jambes trembler. La salle était pleine, des visages anonymes qui connaîtraient bientôt son histoire, ou du moins la version qu'elle avait osé raconter. Elle commença à lire un extrait choisi, sa voix gagnant en force à chaque mot. Il existe des amours qui naissent du silence, qui grandissent dans les ombres entre un toucher et un autre, qui se nourrissent des secrets que nous gardons, non par honte mais par révérence pour le sacré qui existe dans le profane. C'est alors qu'elle le vit. Alexandre était debout au fond de l'auditorium, sans les lunettes noires cette fois. Leurs regards se croisèrent et le monde sembla se figer. Sophie sentit l'air fuir de ses poumons, mais elle continua à lire, chaque mot maintenant chargé d'une nouvelle signification. Alexandre sentit un vertige familier, les premiers symptômes, de la tumeur se manifestant à un moment critique. Il s'appuya discrètement contre une colonne, refusant de détourner le regard. Elle l'avait reconnu. Il en était sûr. Il vit dans ses yeux le même choc, la même révélation qu'il ressentait. La séance de dédicace qui suivit fut un exercice de maîtrise de soi pour tous les deux. Sophie signait des livres mécaniquement, échangeant des sourires et des mots gentils avec les lecteurs, mais son esprit était focalisé sur sa présence à lui, toujours là, attendant. Alexandre resta jusqu'à ce que le dernier lecteur parte, observant comment elle avait créé une nouvelle persona pour elle-même, non plus la professeure timide, non plus la femme masquée du resort, mais une auteure confiante et éloquente. Quand le dernier livre fut signé et que les organisateurs commencèrent à démonter les équipements, l'orage arriva enfin. La pluie tombait en rideaux lourds, comme cette nuit-là, il y a tant de mois. Sophie rangea ses affaires lentement, son cœur battant à un rythme irrégulier d'anticipation et de peur. Alexandre s'approcha, chaque pas une bataille contre le vertige qui menaçait de le faire tomber. « Votre livre », dit-il simplement, sa voix exactement comme elle s'en souvenait, est extraordinaire. Sophie leva les yeux, rencontrant ce vert intense qui avait hanté ses rêves. « Vous ne devriez pas être ici », murmura-t-elle, mais il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une constatation douloureuse. « Non », acquiesça-t-il, « mais depuis cette nuit-là, il n'y a pas d'endroit où je devrais être plus qu'à vos côtés. » Un coup de tonnerre secoua les fenêtres de l'auditorium, et Sophie vit quelque chose dans ses yeux, une ombre, une douleur qui n'était pas là avant. Alexandre chancela légèrement, et elle tendit instinctivement la main pour le soutenir. Le contact, même à travers le tissu du costume, envoya des ondes d'électricité à travers eux deux. « Vous êtes malade », réalisa-t-elle, pas une question, mais une constatation qui fit se serrer son cœur. Alexandre sourit tristement. « Certains livres, dit-il, utilisant ses propres mots d'il y a des mois, nous les trouvons au mauvais moment. Mais peut-être est-ce précisément pour cela que nous devons les lire avec encore plus d'urgence. » La pluie continuait à tomber impitoyablement sur Saint-Doré quand Sophie et Alexandre quittèrent l'auditorium. Le ciel sombre transformait 16 heures en nuit prématurée, et les pavés brillaient comme des miroirs noirs sous les lumières des lampadaires,
Coloniaux. Ils marchèrent côte à côte sous la protection d'un seul parapluie, qu'Alexandre insista pour tenir malgré son instabilité visible. « Je connais un café tout près », dit Sophie, brisant le silence chargé entre eux. « C'est discret. » Elle n'eut pas besoin d'expliquer pourquoi la discrétion était importante. Tous deux portaient trop de secrets pour des lieux exposés. Le café ancien était un établissement petit et accueillant, caché dans une ruelle latérale. L'arôme du café fraîchement préparé se mêlait à l'odeur du vieux bois et des livres d'occasion qui occupaient les étagères sur les murs. La propriétaire, une dame aux cheveux blancs, qui connaissait Sophie depuis l'enfance, se contenta de sourire et les conduisit à une table au fond, loin des fenêtres et des regards curieux. « Vous avez enquêté sur ma vie », commença Sophie, dès qu'ils furent seuls, ses mains serrant la tasse de café comme si elle cherchait de la force dans la chaleur de la porcelaine. Ce n'était pas une accusation, juste une constatation. Alexandre ne tenta pas de nier. Oui, chaque jour depuis cette nuit-là. Pourquoi? La question flotta entre eux comme de la fumée. Alexandre observa son propre reflet déformé dans le café noir, cherchant des mots qui pourraient rendre justice à l'obsession qu'il avait consumée ces derniers mois. « Parce que vous étiez réel », répondit-il finalement, « dans un monde où tout est calculé, mesuré, négocié, vous étiez absurdement, douloureusement réel. » Sophie sentit des larmes se former, mais les retint. « Et maintenant, que voulez-vous ?»« Du temps », répondit-il avec une honnêteté qui la désarma. « Du temps que je n'ai pas. » C'est alors que Sophie remarqua les petits signes qu'elle avait initialement ignorés. Le tremblement presque imperceptible de ses mains, la pâleur sous le bronzage artificiel, la façon dont il perdait occasionnellement le focus pendant des fractions de secondes. « Combien de temps ?» demanda-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. « 6 mois. Peut-être moins. » Alexandre sourit, un sourire triste qui n'atteignit pas ses yeux. La tumeur est située dans une zone trop délicate pour la chirurgie. Ironie, n'est-ce pas? Tout mon argent, et je ne peux pas acheter ce qui compte vraiment. Sophie tendit la main sur la table, ses doigts s'entrelaçant aux siens sans réfléchir. Le geste était aussi naturel que de respirer. Pourquoi me racontez-vous cela? Parce que vous avez écrit un livre entier sur notre nuit ensemble, le transformant en quelque chose de beau, et je veux que vous connaissiez la vérité avant, qu'il ne soit trop tard. Je veux que vous compreniez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. La pluie frappait les fenêtres du café avec une force renouvelée, créant un rideau liquide qui les isolait encore plus du monde extérieur. Sophie pensa à sa grand-mère, à la façon dont la vie nous présente parfois des choix impossibles, enveloppés dans des coïncidences improbables. Cette nuit-là, continua Alexandre, sa voix basse et intense, quelque chose a changé en moi. Après la mort de Marine, j'ai construit des murs si hauts que j'ai oublié ce que c'était que de ressentir quelque chose de réel. Vous les avez abattus sans même essayer. Marine, ma sœur, 14 ans, diagnostic erroné, négligence, médicale. Ces mots étaient cliniques, mais Sophie pouvait sentir la vieille douleur vibrer sous eux. C'est pourquoi j'ai tant investi dans la technologie médicale, pourquoi j'ai créé des protocoles rigoureux dans tous les hôpitaux où j'ai une participation. Et c'est pourquoi, quand j'ai lu votre annonce sur la nécessité d'argent pour une opération, quelque chose en moi s'est brisé. Sophie sentit le poids de cette révélation comme un manteau sur ses épaules. Toutes les pièces commençaient à s'emboîter. Son attention cette nuit-là, la rapidité avec laquelle l'argent avait été transféré, la facilité avec laquelle sa grand-mère avait été acceptée dans le meilleur hôpital de la ville. « Et maintenant, c'est vous qui avez besoin d'un miracle médical », dit-elle doucement. Alexandre serra sa main. « Je ne cherche pas de miracle, Sophie. J'avais juste besoin de vous voir une fois de plus, voir que vous allez bien, que cette nuit n'était pas non plus une simple transaction pour vous. » Elle ne l'était pas, admit-elle. Sa voix émue. Chaque mot dans le livre, chaque émotion, tout est vrai. Un coup de tonnerre particulièrement fort fit trembler les tasses sur la table. La propriétaire du café alluma quelques lumières supplémentaires, créant des îlots de chaleur dans la pénombre croissante de l'orage. « Je devrais partir, » dit Alexandre, commençant à se lever. Le vertige le frappa à nouveau, plus fort cette fois, et Sophie se déplaça rapidement pour le soutenir. « Non, » dit-elle fermement, « vous n'allez nulle part dans cet état. Pas seul. »
Il la regarda avec un mélange de surprise et de vulnérabilité qui lui brisa le cœur. « Sophie, ma maison est à 2 pâtés de maison d'ici. Mamie adorera rencontrer l'homme qui a sauvé sa vie, même si elle ne sait pas encore que c'était vous. Je ne peux pas vous faire ça. Je ne peux pas entrer dans votre vie juste pour... » « Pour mourir ?» compléta-t-elle, doucement. « Et si je vous disais que je préfère 6 mois de vérité à une vie entière de regrets ?» La pluie diminua en une fine bruine quand ils quittèrent le café. Sophie guida Alexandre à travers les ruelles pavées, leurs mains toujours « funny », comme s'ils craignaient que les lâcher signifierait se perdre l'un l'autre à nouveau. Le ciel commençait à s'éclaircir à certains endroits et un arc-en-ciel timide se formait au-dessus des toits coloniaux. « Votre livre, » dit Alexandre tandis qu'il marchait, « se termine avec espoir. » Sophie sourit, malgré les larmes qui réussirent finalement à s'échapper. La vie n'imite pas toujours l'art. Non, acquiesça-t-il, s'arrêtant pour la regarder dans les yeux. Parfois, elle est beaucoup plus extraordinaire. La maison de Sophie était exactement comme Alexandre l'avait imaginé à travers les photos des rapports de surveillance. Une construction coloniale d'un étage, avec des fenêtres bleues et une petite véranda où des orchidées fleurissaient dans des pots en terre cuite. Le portail en fer forgé grinça doucement quand ils entrèrent, et l'odeur du café fraîchement préparé s'échappait par les fentes de la porte d'entrée. Madame Marguerite était assise dans son fauteuil préféré. « Un livre sur les genoux ?»« Le livre de Sophie », remarqua Alexandre avec un pincement au cœur. La dame leva les yeux quand ils entrèrent, et quelque chose dans son regard disait qu'elle n'était pas du tout surprise par sa présence. « Mamie », commença Sophie, sa voix tremblant légèrement, « voici Alexandre Lefort. Il est un grand admirateur du livre. » Les yeux de Madame Marguerite, sages et pénétrants, étudièrent Alexandre pendant un long moment. « C'est plus que ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle directement. « Vous êtes l'homme du livre, l'homme qui a sauvé ma vie sans que je le sache. » Alexandre sentit ses jambes faiblir, pas seulement à cause de la tumeur cette fois. Sophie l'aida à s'asseoir sur le canapé, leurs doigts toujours entrelacés comme si le contact physique était une encre pour eux deux. « Comment, madame ?» commença Sophie, mais sa grand-mère l'interrompit avec un sourire gentil. « Ma chérie, je coûte des histoires depuis 50 ans. J'ai appris à voir les points invisibles qui relient les gens, et aucun homme ne regarde une femme comme il te regarde, sans avoir une histoire partagée. » Le silence qui suivit fut rempli seulement par le tic-tac de la vieille horloge sur le mur et par le son lointain de la pluie qui tombait encore dehors. Alexandre sentit le poids du moment, la gravité des vérités qui étaient sur le point d'être révélées. « Madame Marguerite, commença-t-il, sa voix plus rauque que la normale, « j'ai besoin que vous sachiez que vous êtes en train de mourir, » compléta-t-elle doucement. « Cela aussi est dans vos yeux, mon fils, et dans la façon dont ma petite fille a tenu votre main depuis que vous êtes entré par cette porte, comme si chaque seconde était trop précieuse pour être gaspillée. » Sophie sentit les larmes couler librement sur son visage maintenant. Sa grand-mère avait toujours eu ce don de voir à travers les gens, de comprendre les vérités qu'ils essayaient eux-mêmes de cacher. « Combien de temps ?» demanda Madame Marguerite. « 6 mois, peut-être moins, » répondit Alexandre, sentant une étrange libération de pouvoir parler ouvertement de cela. La dame acquiesça lentement, puis se leva avec une agilité surprenante pour quelqu'un qui avait subi une opération cardiaque récente. Elle alla à la cuisine et revint avec un plateau de café et de biscuits faits maison. « Alors nous n'avons pas de temps à perdre avec des regrets ou des explications inutiles, » déclara-t-elle, servant 3 tasses. « Ce qui importe, c'est le maintenant. Et maintenant, vous êtes tous les deux ici, et c'est un cadeau qui ne peut pas être gaspillé. » Alexandre observa la mère et la petite fille, sentant quelque chose de chaud et d'inconnu s'élargir dans sa poitrine. C'était la famille, réalisa-t-il. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Marine. C'était l'acceptation inconditionnelle. C'était l'amour, sans jugement. « Sophie m'a tout raconté, » continua Madame Marguerite, ses yeux fixés sur Alexandre. « Sur cette nuit-là, sur l'accord, sur comment elle a choisi de faire ce qu'elle a fait par amour pour moi. Et maintenant, en vous regardant, je comprends pourquoi cette nuit a tant changé ma petite fille. Vous l'avez vue, n'est-ce pas? Vraiment vue, au-delà de la transaction, au-delà des masques. » Alexandre acquiesça, incapable de parler.
Le mal de tête commençait à augmenter, mais il refusait de laisser cela ruiner ce moment. « Et toi, ma fille ?» Madame Marguerite se tourna vers Sophie. « Tu as enfin trouvé quelqu'un qui t'a fait te voir comme je t'ai toujours vue, forte, courageuse, capable de transformer même les moments les plus difficiles en quelque chose de beau. » Sophie serra la main d'Alexandre, sentant le léger tremblement qui parcourait son corps. « Mais maintenant que nous nous sommes enfin vraiment trouvés, maintenant c'est quand vous avez le plus besoin l'un de l'autre, » compléta sa grand-mère. « L'amour ne se mesure pas en temps, Sophie. Il se mesure en intensité, en vérité, en courage d'affronter ce qui vient. » Alexandre sentit un vertige plus fort et ferma les yeux un moment. Quand il les rouvrit, il vit Sophie et Madame Marguerite à l'observer avec inquiétude. « Vous devez vous reposer, » dit Sophie, sa voix n'admettant pas d'argument. « Nous avons une chambre d'amis et l'orage s'intensifie. Restez. » « Sophie, restez, » répéta Madame Marguerite. « Cette maison a déjà vu beaucoup de miracles. Peut-être a-t-elle de la place pour un de plus. » Alexandre regarda les deux femmes qui, en quelques heures, avaient abattu toutes ses défenses soigneusement construites. La tumeur dans son cerveau était une condamnation à mort, mais pour la première fois depuis le diagnostic, il sentit quelque chose de différent grandir à côté de la peur, l'espoir. « D'accord, » acquiesça-t-il doucement. « Je reste. » Plus. Tard après que Madame Marguerite se fut retirée pour dormir, Sophie et Alexandre restèrent dans le salon, assis sur le vieux canapé, le bruit de la pluie créant une douce mélodie en fond. Ils n'avaient pas besoin de mots. Le silence entre eux était confortable, plein de promesses non dites et de possibilités aigres-douces. « Votre livre, » dit finalement Alexandre, se termine avec les protagonistes dansant sous la pluie, défiant le monde et le destin. Sophie sourit à travers ses larmes. « Et la vie ?» « La vie, » répondit-il, l'attirant plus près, est encore en train d'être écrite. Les jours qui suivirent tissèrent une nouvelle routine dans la maison aux murs coloniaux. Alexandre, contrariant toutes ses habitudes antérieures d'isolement, commença à partager son temps entre le penthouse luxueux où il gérait ses affaires et la simplicité accueillante de la maison de Sophie. Son chauffeur connaissait déjà le chemin par cœur, et les voisins commençaient à s'habituer à la vue de la voiture noire garée discrètement dans la rue pavée. Sophie continuait d'enseigner, maintenant avec une énergie renouvelée que ses élèves remarquaient, mais ne comprenaient pas totalement. Les après-midi, après les cours, elle trouvait Alexandre qui l'attendait au café ancien, où ils partagèrent des histoires, des peurs et des espoirs, sous le regard protecteur de la propriétaire qui les considérait déjà comme faisant partie de la famille. « Vos examens sont la semaine prochaine », commenta Sophie lors d'un de ces après-midi, ses mains jouant nerveusement avec la tasse de café. Le succès du livre avait apporté une nouvelle confiance à son visage, mais l'inquiétude pour Alexandre laissait des ombres sous ses yeux. Alexandre acquiesça. Observant la pluie fine qui tombait dehors, à Saint-Doré, il semblait qu'il pleuvait toujours quand des conversations importantes devaient avoir lieu. Les médecins veulent essayer un nouveau protocole de traitement, expérimental. Et je ne sais pas si je veux passer mes derniers mois dans des hôpitaux, Sophie. Je ne sais pas si je veux que vous me voyiez dépérir entre des tubes et des machines. Sophie sentit la pression familière dans la poitrine, celle qui surgissait chaque fois qu'Alexandre parlait de l'avenir ou de son absence. Ce n'est pas une décision que vous pouvez prendre seule. Plus maintenant. Il sourit tristement, tendant la main pour toucher son visage. Le tremblement de ses doigts était plus prononcé maintenant, mais son toucher provoquait toujours des frissons sur sa peau. Vous avez déjà tant sacrifié pour quelqu'un que vous aimiez. Je ne peux pas vous demander de le faire à nouveau. Vous ne demandez pas. Je choisis. Comme j'ai choisi cette nuit-là. La mention de la nuit qui les avait unis apportait encore des rougeurs aux joues de Sophie, même après tout cela. Alexandre se pencha au-dessus de la table, ses lèvres effleurant doucement les siennes, dans un baiser qui avait le goût du café et des promesses. À la maison, Madame Marguerite observait l'évolution de leur relation avec un mélange de joie et d'inquiétude. Ses mains, encore agiles malgré l'âge, cousaient maintenant un nouveau projet, une couverture de patchwork où chaque morceau racontait une histoire. Celui-ci est de la robe que Sophie portait au lancement du livre, expliquait-elle, à Alexandre un soir où il était resté pour le dîner. Et celui-ci est de la première robe que j'ai faite pour elle quand elle est venue vivre avec moi
après le décès de Marie, ma fille. » Alexandre écoutait attentivement, reconnaissant dans chaque morceau une partie de l'histoire de Sophie qu'il commençait seulement à vraiment connaître. « Vous avez un don pour transformer les souvenirs en quelque chose de tangible, » commenta-t-il. « Comme Sophie l'a fait avec le livre, » répondit Madame Marguerite avec un sourire sagace. « Comme vous le faites avec le temps qui reste. » Ces paroles frappèrent Alexandre comme un coup doux dans l'estomac. Oui, il transformait le temps en souvenirs, créant des moments qu'il espérait durer plus que lui-même. Les symptômes de la tumeur devenaient plus fréquents. Parfois, au milieu d'une conversation, Alexandre perdait brièvement la notion de où il était. À d'autres moments, ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir une tasse. Sophie était toujours là, ses doigts entrelacés au « Tiens », sa voix l'ancrant dans la réalité. Une nuit particulièrement difficile, quand le mal de tête était presque insupportable, Alexandre finit par rester dormir dans la chambre d'amis. Sophie l'aida à prendre ses médicaments et resta assise à côté du lit, ses doigts courant doucement dans ses cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme. « Tu l'aimes », dit simplement Madame Marguerite quand elle trouva sa petite fille dans la cuisine, plus tard préparant du thé. « Plus que je ne pensais possible, » admit Sophie. « Et ça fait mal, mamie. Ça fait mal de savoir que chaque moment peut être le dernier. C'est pour cela que chaque moment doit être vécu comme s'il était unique, » répondit la dame, embrassant sa petite fille. « Comme cette nuit-là l'a été. » Sophie se permit de pleurer dans les bras de sa grand-mère, comme elle le faisait quand elle était enfant. Ce n'est pas juste, le trouver ainsi juste pour le perdre. La vie est rarement juste, ma fille, mais elle est toujours surprenante. Le lendemain, Alexandre se réveilla plus disposé. Le soleil d'automne entrait par les fenêtres de la chambre, et l'odeur de café et de pain fait maison remplissait la maison. Il trouva Sophie dans la cuisine, préparant le petit déjeuner comme s'il vivait là depuis des années. « Bonjour », sourit-elle, et pendant un moment, Alexandre oublia la douleur, la tumeur, le temps compté. Il n'y avait que ce sourire, cette lumière dorée du soleil, ce moment parfait qu'il voulait figer pour toujours. « Épouse-moi », les mots s'échappèrent avant qu'il puisse les contenir. Sophie se figea, la tasse de café à mi-chemin de la table. « Alexandre, je sais que c'est fou, je sais que je suis malade, que le temps est court, que je ne peux pas promettre un avenir, mais je peux promettre chaque moment qu'il me reste. Je peux promettre de faire compter chaque jour. » Madame Marguerite, qui était entrée silencieusement dans la cuisine, observait la scène avec des yeux embués. Sophie regarda sa grand-mère, puis de nouveau Alexandre, des larmes coulant librement sur son visage. « Oui », répondit-elle simplement. « Oui pour chaque moment. Oui pour chaque jour. Oui pour tout ce qui viendra. » Alexandre l'attira dans ses bras, et ils s'embrassèrent là même, dans la cuisine ensoleillée, avec Madame Marguerite souriant entre les larmes. Le pain brûla dans le four, le café refroidit dans les tasses, mais rien de tout cela n'importait. Dehors, la ville de Saint-Doré s'éveillait pour une nouvelle journée. Les cloches de l'église principale commençaient à sonner, annonçant la première messe du matin. Et dans cette maison coloniale, deux personnes que le destin avait unies de la manière la plus improbable possible faisaient des projets pour un avenir qui pourrait être court en temps, mais serait infini en amour. La nouvelle du mariage entre la mystérieuse écrivaine Marie Lumière et le reclus homme d'affaires Alexandre Lefort se répandit dans Saint-Doré comme une traînée de poudre. Les journaux locaux spéculaient sur l'histoire improbable d'amour entre la professeure municipale et l'un des hommes les plus riches du pays. Les commérages dans les cercles de café de la ville variaient du romantique au sensationnel, mais Sophie et Alexandre restaient dans leur bulle de bonheur, construite avec le temps précieux qui leur restait. La cérémonie serait simple, dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu, le même hôpital où Madame Marguerite avait fait son opération. C'était l'idée de Sophie, une façon de boucler un cercle qui avait commencé par le sacrifice et se terminerait par la célébration. Alexandre accepta immédiatement, bien que ses conseillers aient suggéré des lieux plus grandioses. Mais la vie, toujours imprévisible dans ses caprices, avait d'autres plans. Une semaine avant le mariage, alors que Sophie organisait les derniers détails avec l'aide de sa grand-mère, un email anonyme arriva à la rédaction du principal journal de la ville. L'expéditeur prétendait avoir des informations sur la véritable première rencontre du couple. « Orphée », disait la manchette que Sophie vit sur son téléphone portable pendant qu'elle prenait un café dans la salle des professeurs.
Le club, secret où l'amour et l'argent se rencontrent. Le monde sembla ralentir, tandis qu'elle lisait l'article. Quelqu'un avait divulgué des informations sur le club, y compris des noms et des dates. Son nom, ou plutôt son pseudonyme sur le site, était là, avec des détails trop spécifiques pour être une coïncidence. Alexandre appela avant même qu'elle n'ait fini de lire. « Je viens te chercher ». Sa voix tremblait non seulement à cause de la tumeur maintenant, ne parle à personne. Mais il était déjà trop tard. Les couloirs de l'école bourdonnaient de chuchotements et de regards. Le directeur l'appela dans son bureau, son visage un masque d'inconfort et de jugement mal dissimulé. « Je pense qu'il vaut mieux que vous preniez quelques jours de congé, Sophie, jusqu'à ce que cette situation se résolve. » Quand elle sortit de l'école, des journalistes l'attendaient déjà au portail. Les flashs des appareils photo l'aveuglèrent, momentanément les questions se chevauchant en un cœur agressif. « Est-il vrai que vous avez vendu votre virginité? Le livre est-il basé sur votre expérience à Orphée? Alexandre Lefort était-il votre client? » La voiture noire d'Alexandre se fraya un chemin à travers la foule et Sophie se jeta pratiquement sur la banquette arrière. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, tandis que le chauffeur les emmenait loin de là. « Qui pourrait avoir fait ça ?» demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour Alexandre. « Marc Olivier », répondit Alexandre, sa voix chargée d'une colère contenue. « Ancien membre du club a essayé de me faire chanter il y a quelques mois. Quand il n'a pas réussi, il a dû décider de tout divulguer. » Sophie se blottit contre sa poitrine, sentant le tremblement constant qui faisait désormais partie de qui était Alexandre. « Qu'allons-nous faire ?»« J'ai un plan, dit-il, embrassant son front, mais tu ne vas pas l'aimer. » À la maison de Sophie, Madame Marguerite les attendait sur la véranda, une expression préoccupée sur son visage ridé. Les voisins commençaient déjà à s'agglutiner sur les trottoirs, certains avec des journaux à la main, d'autres observant simplement avec une curiosité mal dissimulée. « Entre, ma fille !» Madame Marguerite l'étreignit, dès qu'ils passèrent. Le portail. « Vous aussi, Alexandre. Nous avons beaucoup à discuter. » Dans le salon, Alexandre expliqua son plan. Il donnerait une interview exclusive, assumant toute la responsabilité, alléguant qu'il avait manipulé Sophie, que le livre était une fantaisie inspirée de diverses rencontres du club. Elle pourrait conserver sa réputation, son emploi, sa vie. « Non, » interrompit Sophie avant qu'il ne termine, « je ne te laisserai pas faire ça. »« Sophie. »« Non, » répéta-t-elle plus fermement cette fois, « j'ai passé toute ma vie à être la fille tranquille, la professeure discrète. La personne que tout le monde voit mais que personne ne connaît vraiment. Cette nuit-là fut la première fois où j'ai été véritablement moi-même. Et toi, elle prit son visage entre ses mains. Tu m'as vu, tu m'as accepté, tu m'as aimé. Que veux-tu faire alors? Demanda Alexandre, sa voix douce. Je veux raconter notre histoire, la vraie, sans masque, sans pseudonyme, sans demi-vérité. Madame Marguerite, qui avait tout écouté en silence, parla enfin. Elle a raison, Alexandre. La vérité, quand elle est racontée avec amour, a un pouvoir qu'aucun mensonge ne peut égaler. Sophie prit son ordinateur portable et commença à écrire. Les mots coulaient comme une rivière après l'orage, emportant des années de secrets et de silence. Elle écrivit sur la maladie de sa grand-mère, sur le désespoir qui l'avait conduite à Orphée, sur l'homme masqué qui avait transformé une nuit de sacrifice en un moment de révélation. Elle écrivit sur les retrouvailles, au salon littéraire, sur le diagnostic d'Alexandre, sur comment l'amour véritable naît parfois dans les endroits les plus improbables. Elle écrivit sur Madame Marguerite et sa sagesse, sur le pardon et l'acceptation, sur les choix difficiles faits par amour. Quand elle termina, le soleil se couchait déjà sur Saint-Doré. Alexandre, qui s'était endormi sur le canapé épuisé, par les médicaments, se réveilla pour trouver Sophie tapant encore les derniers paragraphes. « J'ai terminé, dit-elle simplement. » Alexandre lut le texte en silence, des larmes coulant sur son visage sans qu'il s'en aperçoive. C'était leur histoire, la leur, racontée avec une honnêteté qui désarmait tout jugement. « Tu es sûr ?» demanda-t-il quand il eut terminé. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. » Le lendemain matin, le texte fut publié, simultanément sur le blog personnel de Sophie et sur les réseaux sociaux. La vérité sur cette nuit-là, le titre simple portait le poids de tous les mots qui le suivaient. La réaction fut immédiate et écrasante. Les réseaux sociaux explosèrent,
divisée entre soutien inconditionnel et critique féroce. Mais quelque chose d'inattendu commença à se produire. D'autres femmes commencèrent à partager leurs propres histoires de sacrifice par amour, de choix difficiles, de rédemption. Le mariage, qui aurait dû être discret, se transforma en un événement que la ville n'oublierait jamais, non par le faste ou le luxe, mais par la signification. La chapelle de l'Hôtel-Dieu était comble, pas seulement avec des invités, mais avec des personnes qui voulaient témoigner de cette histoire d'amour qui défiait les conventions et les jugements. Sophie portait une robe simple, cousue par Madame Marguerite, avec le même soin qu'elle avait mis à coudre chaque moment de leurs vies ensemble. Alexandre, plus mince et pâle, mais les yeux brillants d'amour, l'attendait à l'autel. « Je promets de t'aimer dans tous les moments qui me restent, » dit-il durant les vœux, sa voix tremblant non seulement à cause de la maladie, « et je promets que chacun de ces moments vaudra toute une vie. »« Je promets de transformer notre amour en mots, » répondit Sophie, des larmes coulant librement sur son visage, « pour qu'il vive bien au-delà du temps qui nous a été donné. » Les jours qui suivirent le mariage furent une danse délicate entre des moments de pur bonheur et la réalité implacable de la maladie d'Alexandre. Le couple emménagea dans une nouvelle maison, plus spacieuse que l'ancienne résidence coloniale, mais toujours dans le centre historique de Saint-Doré. Madame Marguerite vint avec eux, sa chambre décorée avec ses machines à coudre et des morceaux de tissu colorés qui racontaient maintenant de nouvelles histoires. Sophie continua d'enseigner, mais désormais dans une école privée qu'il avait contactée spécifiquement à cause de son livre et de son histoire. « Nous voulons des professeurs qui enseignent plus que la littérature, » dit la directrice pendant l'entretien. « Nous voulons des personnes qui montrent à nos élèves que la vie réelle dépasse parfois toute fiction. » Les matins commençaient tôt dans la nouvelle routine. Alexandre, chaque fois que sa santé le permettait, accompagnait Sophie jusqu'à l'école dans sa voiture, un rituel que les employés et les élèves apprirent bientôt à attendre. Parfois, quand les douleurs étaient très fortes, elle annulait les cours pour rester avec lui, leurs doigts entrelacés tandis qu'ils regardèrent le soleil se lever depuis la véranda. « Raconte-moi une histoire » demandait-il dans ces moments, sa voix plus faible, mais ses yeux brillant toujours avec cette intensité qui l'avait captivé depuis leur première rencontre. Et Sophie racontait des histoires sur ses élèves, sur les personnages excentriques de Saint-Doré, sur les rêves qu'elle avait pour l'avenir, même en sachant que certains de ses rêves ne se réaliseraient jamais avec lui à ses côtés. La tumeur progressait lentement, mais inexorablement. Les médecins avaient commencé un traitement expérimental, une combinaison d'immunothérapie et de médicaments encore en phase d'essai. Alexandre affrontait chaque séance avec une détermination silencieuse, insistant toujours sur le fait que Sophie n'avait pas besoin d'être présente. « Je veux que tu te souviennes de moi ainsi, » disait-il, pas connecté à des tubes et des machines. Mais Sophie était toujours là, son ordinateur portable sur les genoux, transformant chaque moment, les bons et les mauvais, en mots qui un jour raconteraient leur histoire. « C'est ainsi que je te garderai vivant, » expliquait-elle, à travers les mots que nous avons partagés. Madame Marguerite devint le pilier silencieux qui soutenait cette nouvelle famille. Ses mains habiles ne cousaient plus seulement des vêtements, mais préparaient aussi des tisanes spéciales pour les nausées d'Alexandre, arrangèrent des coussins pour son confort, et occasionnellement essuyaient les larmes silencieuses de Sophie quand elle pensait que personne ne regardait. Un soir, pendant un dîner particulièrement bon, où Alexandre réussit à manger plus que d'habitude, il surprit tout le monde avec une annonce. « J'ai acheté Orphée », dit-il simplement, tandis que Madame Marguerite servait le dessert. Sophie faillit renverser son verre de vin. « Comment ça ? Le club était à vendre après le scandale. Je l'ai acheté et l'ai transformé en quelque chose de différent. C'est maintenant une fondation qui aide les personnes ayant besoin de traitements médicaux coûteux. Sans masque, sans secret, juste des personnes aidant d'autres personnes. » Sophie sentit les larmes couler sur son visage. C'était si typique d'Alexandre, transformer quelque chose né dans l'ombre en une source de lumière. « Et il y a plus, » continua-t-il, sa main tremblant légèrement en tenant la sienne. « Je veux que tu sois la directrice exécutive. Tu comprends mieux que quiconque ce que cela signifie d'avoir besoin d'aide et de n'avoir nulle part où se tourner. Alexandre, je ne sais rien sur la gestion d'une fondation. Mais tu sais tout sur la compassion, sur le courage,
sur la transformation d'histoires tristes en quelque chose de significatif. Le reste, tu l'apprendras. Je peux te l'enseigner, tant que je serai là. Lassie. La mention du temps limité qu'ils avaient ensemble plana sur la table comme un nuage sombre. Madame Marguerite se racla doucement la gorge. « Je trouve que c'est une idée merveilleuse, » dit-elle. « Transformer ce club en quelque chose qui aide les si. Jean, c'est comme transformer le plomb en or. Très approprié pour notre ville, ne pensez-vous pas? Le jeu de mots avec le nom de Saint-Doré arracha des rires aux trois, dissipant la tension du moment. Alexandre en profita pour remettre à Sophie un dossier avec tous les documents de la fondation. « Tout est déjà préparé, » expliqua-t-il. « Il ne manque que ta signature, et ton cœur, bien sûr. Sans cela, ce ne sera qu'une institution de bienfaisance parmi tant d'autres. » Sophie feuilleta les papiers, impressionnée par le soin et les détails du projet. La fondation n'aiderait pas seulement avec les coûts médicaux, mais offrirait également un soutien psychologique, une assistance juridique et même des programmes de formation professionnelle pour les familles des patients. « Tu as pensé à tout, » murmura-t-elle admirative. « J'ai eu une bonne professeure, » sourit Alexandre, se penchant pour l'embrasser doucement. « Tu m'as appris que parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour gagner quelque chose d'encore plus précieux. » Cette nuit-là, après qu'Alexandre se fut endormi, Sophie resta sur la véranda avec sa grand-mère, observant les lumières de la vieille ville qui renfermaient désormais tant de couches de leur histoire. « Il se prépare, » dit doucement Madame Marguerite, ses aiguilles à tricoter se déplaçant à un rythme constant. « Il te prépare, il prépare un héritage. »« Je sais, » répondit Sophie, sa voix émue. « Parfois je pense que ce serait plus facile si je ne l'aimais pas autant. » Plus. Facile, oui, mais ce ne serait pas toi. Ce ne serait pas la Sophie qui l'a connue cette nuit-là. La Sophie qui a écrit ce livre. La Sophie qui a transformé un scandale en une histoire d'amour que toute la ville a embrassée. Sophie étreignit sa grand-mère, sentant l'odeur familière, de lavande et de café, qui l'avait toujours apaisée depuis l'enfance. « Comment fais-tu pour être si sage? Ce n'est pas de la sagesse, ma fille, c'est de l'amour. L'amour nous enseigne tout ce que nous avons besoin de savoir si nous avons le courage d'écouter. » À l'intérieur, Alexandre s'agita dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Sophie retourna dans la chambre, se couchant à ses côtés, son corps se moulant au sien comme il l'avait fait cette première nuit. Il se détendit à sa présence, sa respiration retrouvant un rythme normal. « Je t'aime », murmura-t-elle dans l'obscurité, « et je t'aimerai dans chaque mot que j'écrirai, dans chaque vie que la Fondation aidera, dans chaque histoire qui reste. » À venir. Le vent nocturne de Saint-Doré entrait par la fenêtre, apportant l'odeur du jasmin du jardin et le son lointain des cloches de l'église principale. Quelque part dans la maison, Madame Marguerite tricotait encore, ses aiguilles tissant non seulement de la laine, mais aussi des souvenirs, des espoirs et des promesses d'un amour qui, même en connaissant sa fin, choisissait de célébrer chaque moment du chemin. L'automne arriva à Saint-Doré, peignant les rues de tons dorés et rougeâtres. Les feuilles sèches dansaient sur les pavés, créant des tapis naturels qui craquaient sous les pieds des passants. La ville semblait plus silencieuse, comme si elle se préparait pour l'hiver qui approchait, non seulement celui de la saison, mais aussi celui de la vie de deux de ses habitants les plus commentés. Le traitement expérimental d'Alexandre ne produisait pas les résultats espérés. Les maux de tête devenaient plus fréquents et les tremblements plus intenses. Pourtant, il insistait pour maintenir une routine, principalement en ce qui concernait la nouvelle fondation. Sophie partageait son temps entre les cours, l'administration de la fondation et les soins à Alexandre. Ses nuits étaient consacrées à l'écriture, non plus des romans mais des journaux détaillés de chaque moment, chaque conversation, chaque sourire qu'ils échangeaient. C'était sa façon de lutter contre le temps, d'essayer de préserver chaque seconde qu'ils avaient ensemble. « Tu dois te reposer, » dit Alexandre un soir, la trouvant penchée sur son ordinateur portable sur la véranda. L'air était frais et il plaça un châle sur ses épaules, un cadeau de Madame Marguerite tissé avec des fils qui semblaient se capturer l'éclat de la lune. « Je ne veux rien perdre, » répondit-elle, ses doigts continuant à danser sur le clavier. « Chaque moment avec toi est trop précieux pour être oublié. » Alexandre s'assit à côté d'elle, son corps plus mince s'appuyant maintenant lourdement sur la chaise en osier. « Tu sais ce qui m'enchante le plus en toi?
ta capacité à transformer même cela, cet attente, cet adieu lent, en quelque chose de beau. Sophie arrêta de taper, se tournant pour le regarder. La lumière de la lune jouait sur son visage, soulignant les changements que la maladie avait apportés. Les joues plus creuses, les yeux plus profonds, mais toujours intensément verts et vivants. Ce n'est pas un adieu, dit-elle fermement, c'est une histoire d'amour, notre histoire. Alexandre. Sourit ce sourire qui faisait encore bondir le cœur de Sophie. Une histoire qui a commencé avec des masques et se terminera avec la vérité la plus pure que j'ai jamais connue. À ce moment, Madame Marguerite apparut sur la véranda portant un plateau avec du thé et des biscuits à la cannelle, les préférés d'Alexandre. « Vous deux avez besoin de vous nourrir », déclara-t-elle d'un ton qui n'admettait pas d'argument. « L'amour est important, mais l'estomac a aussi ses besoins. » Et tous les trois rirent. Et pendant un moment, c'était comme si le temps s'était arrêté, comme si la tumeur n'existait pas, comme s'ils avaient toute une vie devant eux. Alexandre réussit à manger 2 biscuits. Une petite victoire, mais significative dans les jours où l'appétit était de plus en plus rare. « Parle-moi de la fondation », demanda-t-il tout en savourant son thé. « Comment s'est passée la journée aujourd'hui ?» Sophie s'illumina immédiatement. « Nous avons approuvé 3 nouveaux cas. Une fille de 7 ans qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse, un monsieur avec une condition cardiaque similaire à celle de mamie et une jeune mère atteinte d'un cancer du sein. Et tous recevront de l'aide. »« Tous, confirma-t-elle, et pas seulement financière. Nous mettons en place un réseau de soutien avec des bénévoles, des personnes qui ont déjà traversé des situations similaires et veulent aider d'autres. C'est incroyable comme la ville s'unit autour du projet. » Alexandre ferma les yeux, laissant la fierté et la satisfaction le remplir. « Tu as fait que cela arrive, Sophie. Tu as transformé mon idée en quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Nous avons fait que cela arrive, » corrigea-t-elle doucement, « ensemble. » Madame Marguerite observait l'interaction des deux avec des yeux humides. Dans ses mains, les aiguilles à tricoter bougeaient constamment, créant des motifs complexes dans un nouveau projet, une couverture pour l'hiver qui approchait. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» commenta la dame, ses mains ne s'arrêtant jamais de travailler. « Voir comment l'amour peut changer non seulement 2 personnes, mais une ville entière. Saint-Doré ne sera plus jamais la même après vous. » C'était vrai. Leur histoire avait touché la communauté d'une façon inattendue. Le scandale initial d'Orphée s'était transformé en un récit de rédemption et de but. Les gens arrêtaient, maintenant Sophie dans la rue non pour commérer, mais pour offrir de l'aide à la fondation, pour partager des histoires, pour remercier. « Je pense que nous devrions célébrer, » dit soudainement Alexandre, essayant de se lever. Sophie l'aida, inquiète pour son équilibre de plus en plus instable. Célébrer quoi? La vie, l'amour, ce moment. Il fit un geste englobant avec sa main, indiquant la véranda, la nuit, les lumières de la vieille ville qui brillaient, au loin, tout cela. Sophie comprit immédiatement ce qu'il voulait. Elle entra dans la maison et revint avec son téléphone portable, mettant une musique douce, la même qu'ils avaient dansée à leur mariage. Alexandre l'attira près de lui, leur corps se déplaçant lentement au rythme de la mélodie. « Madame », Marguerite se retira discrètement, laissant les deux seuls dans leur danse sous les étoiles. Le tremblement dans les mains d'Alexandre était plus prononcé, mais Sophie le tenait simplement plus fort, guidant ses mouvements avec douceur. « Tu te souviens de la fin de ton livre ?» murmura-t-il à son oreille. « Les protagonistes dansant sous la pluie. »« Je me souviens, » répondit-elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Mais je préfère notre version, dansant sous les étoiles. »« Moi aussi, » dit Alexandre, sa voix rauque d'émotion. « Notre histoire est bien meilleure que n'importe quelle fiction. » Ils continuèrent à danser, même après que la musique eut cessé, bercés seulement par le bruit de la nuit, par les battements de leur cœur, par l'amour qu'ils avaient construit à partir d'une rencontre improbable lors d'une nuit de masques et de secrets. De sa chambre, Madame Marguerite entendait la mélodie lointaine et souriait tout en continuant son travail avec les aiguilles. La couverture qu'elle tissait maintenant avait un motif spécial, étoile et lune entrelacées, comme si elle capturait ce moment exact où 2 cœurs dansaient sous le ciel de Saint-Doré, défiant le temps, la maladie et le destin avec la force la plus puissante qui existe, l'amour dans sa forme la plus pure et véritable.
Avec l'arrivée de l'hiver, les jours à Saint-Doré devinrent plus courts et les nuits plus longues. Le froid intense qui descendait des montagnes apportait avec lui un brouillard constant qui enveloppait la ville historique comme un manteau de mystère. Pour Alexandre et Sophie, chaque aube devenait une petite victoire, chaque coucher de soleil un moment de gratitude. La tumeur était devenue plus agressive ces dernières semaines. Les médecins, avec leurs expressions graves et leurs mots soigneusement choisis, suggérèrent qu'Alexandre soit hospitalisé. Il refusa catégoriquement. « Je veux passer mes derniers jours à la maison », dit-il fermement lors d'une consultation, « avec ma famille. » Sophie, assise à ses côtés, tenant sa main, sentit son cœur se serrer au mot « dernier ». C'était encore difficile à accepter, même après des mois de préparation, même en sachant que chaque jour était un cadeau supplémentaire qu'il volait au destin. Madame Marguerite transforma la maison en un sanctuaire de confort et de soins. La chambre du couple avait maintenant des équipements médicaux discrètement positionnés, masqués par des arrangements de fleurs fraîches qu'elle changeait tous les matins. L'arôme de lavande et de camomille remplissait l'environnement, rivalisant avec l'odeur antiseptique des médicaments. Sophie continuait à travailler à la fondation, mais maintenant principalement de la maison. Elle installa un petit bureau dans la chambre à côté de la leur, laissant toujours la porte ouverte pour pouvoir entendre Alexandre respirer, pour être présente à chaque moment où il aurait besoin d'elle. « Tu devrais sortir davantage », insistait Alexandre les jours où il était plus lucide. « Aller à l'école, voir tes élèves, vivre un peu. »« Je vis », répondait-elle, arrangeant les oreillers derrière lui. « Je vis chaque seconde à tes côtés, et il n'y a pas d'endroit au monde où je préférerais être. » Un matin particulièrement froid, Sophie se réveilla au son d'Alexandre parlant seul. Son cœur s'emballa. Les hallucinations que les médecins savaient prévenu qu'elles pourraient arriver commençaient finalement. « Marine », appelait-il doucement. « Marine, tu es là ?» Sophie s'assit sur le lit, observant son mari qui semblait regarder fixement un point vide dans la chambre. Ses yeux verts, bien qu'embrumés par la médication, avaient un éclat différent. « Alexandre ?» appela-t-elle, gentiment. Il se tourna vers elle, souriant. « Sophie, tu l'as vue? Ma sœur était ici. Elle a dit qu'elle est fière de ce que nous avons fait avec Orphée, que nous avons transformé quelque chose de triste en espoir. » Les larmes coulèrent librement sur le visage de Sophie. Elle n'essaya pas de le contredire, n'essaya pas de le ramener à la réalité. Au lieu de cela, elle s'allongea à ses côtés, le laissant raconter Marine, comment elle était à 14 ans, les rêves qu'elle n'a jamais réalisés. Madame Marguerite les trouva ainsi quand elle vint apporter le petit déjeuner. Alexandre s'était rendormi, mais son visage était serein, presque heureux. Sophie restait éveillée, caressant doucement ses cheveux. « Il a vu Marine », murmura Sophie à sa grand-mère. La dame acquiesça avec compréhension. Parfois, quand nous sommes proches de la fin, le voile entre les mondes devient plus mince. Cela nous permet de dire adieu à ceux que nous aimons, ceux qui sont déjà partis et ceux qui sont encore ici. Cet après-midi-là, pendant qu'Alexandre dormait, Sophie travaillait sur un autre projet de la Fondation. Une famille avait besoin d'aide pour un traitement expérimental aux États-Unis. Ironiquement, le même type de traitement qui n'avait pas fonctionné pour Alexandre. « Approuve ». La voix de lui la surprit. Sophie n'avait pas remarqué qu'il était réveillé. « Approuve la demande. Chaque cas est unique, chaque personne mérite sa chance. » Elle s'approcha du lit, tenant sa main qui était maintenant toujours froide. « Comment peux-tu penser aux autres? Même maintenant ?» Alexandre sourit faiblement. « C'est toi qui me l'as appris. Cette nuit-là, quand tu as offert quelque chose de si précieux pour sauver ta grand-mère, tu m'as montré que l'amour véritable se manifeste toujours à travers le sacrifice. » Sophie s'assit au bord du lit, observant le visage de l'homme qui avait transformé sa vie de tant de façons différentes. Les marques de la maladie étaient évidentes, la pâleur, les cernes profondes, la maigreur extrême, mais ses yeux brillaient toujours avec la même intensité qui l'avait captivé cette première nuit. « Tu sais ce qui me fascine le plus ?»« Chez toi, » continua-t-il, sa voix à peine un murmure, « ta capacité à voir la beauté en tout, même dans ceci, dans ces Sophie s'assit au bord du lit, observant le visage de l'homme qui avait transformé sa vie de tant de façons différentes. Les marques de la maladie étaient évidentes,
la pâleur, les cernes profondes, la maigreur extrême, mais ses yeux brillaient toujours avec la même intensité qui l'avait captivé cette première nuit. « Tu sais ce qui me fascine le plus ?»« Chez toi ?» continua-t-il, sa voix à peine un murmure. « Ta capacité à voir la beauté en tout, même dans ceci, dans cet adieu lent, dans cet amour que nous savions avoir une date d'expiration. » « Ne parle pas comme ça, demanda-t-elle, mais il continua. « C'est vrai, mon amour. Tu as transformé notre histoire en quelque chose d'éternel. À travers le livre, à travers la fondation, à travers chaque vie que nous aidons à changer. Nous savions tous les deux depuis le début que nous n'aurions pas beaucoup de temps, mais regarde ce que nous avons fait avec le temps que nous avons eu. » À ce moment, Madame Marguerite entra dans la chambre apportant la couverture qu'elle avait fini de tricoter, celle avec des motifs d'étoiles et de lune qu'elle avait commencé des semaines auparavant. Elle l'étendit sur le lit, couvrant Alexandre et Sophie de sa chaleur affectueuse. « Chaque point de cette couverture porte une histoire, » expliqua la dame, ses yeux brillants de larmes contenues. « Chaque étoile est un moment de joie, chaque lune un rêve réalisé. » Alexandre toucha doucement le tissu, ses doigts tremblants comme toujours. « C'est parfait, » murmura-t-il. « Comme tout ce que vous faites, Madame Marguerite. » Les trois restèrent silencieux un moment, sentant simplement le poids de l'amour qu'ils avaient construit ensemble. Une famille improvisée, née des circonstances les plus improbables, unie par quelque chose de bien plus fort que le sang. Ou les conventions sociales. « Sophie, » appela Alexandre après un moment sa voix plus faible, « lis-moi ce passage de ton livre, tu sais lequel. » Elle savait exactement quel passage il voulait entendre. Elle prit l'exemplaire usé de La nuit du cœur silencieux, qu'elle gardait toujours sur la table de chevet, et l'ouvrit à la page marquée. Il existe des amours qui naissent pour durer toute une vie, et il existe des amours qui naissent pour transformer toute une vie. Le nôtre était du second type, intense comme une étoile filante, brillant comme une comète, éternel comme les constellations qui nous guident dans les nuits les plus sombres. Alexandre ferma les yeux, un doux sourire sur ses lèvres, tandis que la voix de Sophie le berçait avec les mots qui étaient nés de son propre cœur. La première semaine de juillet apporta un froid intense à Saint-Doré, de ceux qui font rentrer les gens plus tôt et laissent les rues désertes avant même la tombée de la nuit. Dans la maison de Sophie et Alexandre, le silence était devenu un compagnon constant, brisé seulement par le son doux du respirateur et par le tintement occasionnel des aiguilles à tricoter de Madame Marguerite. Alexandre passait maintenant la plupart du temps à dormir, ces moments de lucidité de plus en plus rares et précieux. Sophie organisa sa vie autour de ces moments, abandonnant complètement les cours pour être présente chaque fois qu'il ouvrirait les yeux. La fondation, elle la gérait depuis la chambre même, son ordinateur portable toujours près du lit. « Tu dois te préparer », avait dit le médecin lors de sa dernière visite, sa voix douce mais ferme. « Cela peut arriver à tout moment maintenant. » Mais comment se prépare-t-on à perdre une partie de soi-même? Sophie se surprenait à observer Alexandre dormir, mémorisant chaque détail de son visage, chaque ligne, chaque expression. Parfois, quand la douleur était très forte, il fronçait les sourcils même dans son sommeil, et elle massait doucement son visage jusqu'à ce qu'il se détende à nouveau. Ce fut lors d'une de ces nuits de veille qu'Alexandre se réveilla, avec une clarté surprenante dans ses yeux verts. « Sophie, » appela-t-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours, « je dois te dire quelque chose. » Elle s'approcha immédiatement, prenant sa main. « Je suis là, mon amour. » Cette nuit au Résort, ce n'était pas une coïncidence. J'avais déjà vu ton profil avant, j'avais suivi tes tentatives pour obtenir l'argent pour l'opération. D'autres hommes avaient manifesté leur intérêt, mais je ne pouvais pas laisser ce soit n'importe qui. Sophie sentit les larmes commencer à couler. Pourquoi? Parce que j'ai vu en toi la même détermination que j'ai vue chez Marine quand elle était malade, cette force silencieuse, cette capacité à tout sacrifier par amour. Et après que c'est arrivé, après cette nuit-là, j'ai su que je ne serais plus jamais le même. Madame Marguerite, qui tricotait discrètement dans son coin de la chambre, arrêta ses mouvements pour écouter. Alexandre continua, chaque mot coûtant clairement un effort immense. Quand j'ai découvert la tumeur, ma première pensée a été « pour toi ». Pas parce que j'avais besoin de te voir une dernière fois, mais parce que j'avais besoin d'être sûr que tu irais bien. La fondation, ce n'est pas seulement pour aider d'autres personnes,
C'est pour donner un but à ta vie après mon départ. Alexandre, s'il te plaît. Sanglota Sophie, mais il serra sa main avec une force surprenante. Laisse-moi finir. Il y a une lettre, dans mon bureau, avec tout ce que tu dois savoir, sur la fondation, sur les investissements, sur tout. Mais le plus important n'est pas dans la lettre. Le plus important, c'est ceci. Tu m'as appris à aimer à nouveau. Tu m'as donné plus de vie en ces quelques mois que je n'en ai eu durant toutes les années depuis que j'ai perdu Marine. À ce moment, Madame Marguerite se leva et vint jusqu'au lit, posant une main sur l'épaule de Sophie et l'autre sur la main libre d'Alexandre. « Mon fils, dit-elle doucement, tu n'as pas seulement appris à aimer à nouveau, tu nous as appris que l'amour véritable ne se mesure pas en temps, mais en profondeur. » Alexandre sourit faiblement. « Vous savez toujours quoi dire, Madame Marguerite. Prenez soin d'elle pour moi ?»« Comme j'ai toujours pris soin d'elle, » promit la dame, des larmes silencieuses coulant sur son visage ridé. « Sophie, » Alexandre tourna ses yeux vers son épouse, « promets que tu continueras à écrire. Promets que tu transformeras même ceci en quelque chose de beau. »« Je promets, » chuchota-t-elle, se penchant pour embrasser ses lèvres desséchées, « mais pas maintenant, pas encore. »« Maintenant, » dit-il avec un faible sourire, « maintenant tu vas t'allonger ici à mes côtés et nous allons regarder le lever du soleil ensemble, comme nous le faisions au début. » Sophie s'installa délicatement à côté de lui sur le lit, son corps se moulant au sien comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Madame Marguerite ouvrit les rideaux, révélant le ciel qui commençait à s'éclaircir à l'horizon. « Tu sais que je peux encore sentir ton parfum de cette première nuit. » Théna, murmura Alexandre, sa voix de plus en plus basse. « Jasmin et nervosité, et quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était qu'à toi. » Sophie rit à travers ses larmes. J'étais terrifié. Moi aussi. Terrifié qu'après cette nuit-là, plus rien n'aurait de sens. Et j'avais raison. Le soleil commença à se lever, peignant le ciel de sein doré avec des tons de rose et d'or. Alexandre observait avec des yeux mi-clos, sa respiration de plus en plus superficielle. « C'est magnifique », murmura-t-il. « Oui », acquiesça Sophie, sentant son cœur se serrer à chaque respiration de lui. « Sophie ? » ?»« Oui, mon amour. Merci de m'avoir donné une fin meilleure que n'importe quel livre aurait pu avoir. » Ce furent ses dernières paroles. Sophie sentit le moment exact où il partit. Non pas avec douleur ou agitation, mais doucement, comme quelqu'un qui s'endort après une longue journée. Le soleil venait tout juste de se lever complètement à l'horizon, baignant la chambre d'une lumière dorée qui semblait presque sacrée. Madame Marguerite s'approcha silencieusement, enveloppant Sophie dans ses bras tandis qu'elle pleurait. La couverture d'étoiles et de lune les couvrait toujours, chaque point tricoté avec amour gardant maintenant un souvenir de plus, une histoire de plus. Dehors, les cloches de l'église principale commencèrent à sonner, annonçant le début d'une nouvelle journée à Saint-Doré. Mais pour Sophie, le temps s'était arrêté à ce moment, avec le soleil levant témoignant de la fin d'un amour qui avait commencé lors d'une nuit de masque et se terminait par un matin de vérité absolue. « Il est avec Marine maintenant », murmura Madame Marguerite, caressant les cheveux de sa petite fille. Sophie acquiesça, incapable de parler. Dans son esprit commençaient à se former les mots qui un jour raconteraient cette histoire. Non pas une histoire de perte, mais une histoire d'amour si grand que même la mort ne pourrait le diminuer. La chambre était silencieuse maintenant, excepté le son doux du vent qui entrait par la fenêtre ouverte, apportant avec lui le parfum des jasmins du jardin, le même parfum que Sophie portait cette première nuit, le parfum qu'Alexandre avait emporté avec lui comme dernière mémoire. Les 6 jours qui suivirent le départ d'Alexandre passèrent comme un rêve nébuleux pour Sophie. La ville entière sembla s'arrêter pour rendre hommage, pas seulement à l'homme d'affaires prospère, mais à l'homme qui avait transformé un scandale en une histoire d'amour et de rédemption. Les funérailles eurent lieu dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu, le même endroit où ils s'étaient mariés quelques mois auparavant. Sophie insista pour que ce soit quelque chose de simple, intime, comme Alexandre l'aurait souhaité. Pourtant, des centaines de personnes vinrent, des familles aidées par la Fondation, des employés des hôpitaux, des habitants de Saint-Doré, qui avaient suivi leur histoire à travers les journaux et le livre. Madame Marguerite resta aux côtés de sa petite fille pendant tout ce temps, une présence silencieuse et forte.
La couverture d'étoiles et de lune qu'elle avait tricotée pour Alexandre était maintenant soigneusement pliée sur les genoux de Sophie, comme un bouclier contre la réalité qu'elle n'était pas encore prête à affronter complètement. Ce fut seulement une semaine plus tard, quand la maison revint à son silence habituel, que Sophie trouva enfin le courage d'ouvrir la lettre qu'Alexandre avait mentionnée. L'enveloppe était sur son bureau, dans le bureau, son nom écrit dans la calligraphie élégante de lui, encore ferme, probablement d'avant que les tremblements ne s'aggravent. « Ma Sophie, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai enfin retrouvé Marine. J'espère qu'elle est fière de l'homme que je suis devenu ces derniers mois, l'homme que tu m'as aidé à être. Il y a des instructions détaillées sur la fondation et les investissements auprès de mes avocats. Tout a été préparé pour garantir que tu aies une totale autonomie et des ressources pour continuer le travail que nous avons commencé ensemble. Mais cette lettre ne concerne pas les affaires ou l'argent. Cette lettre parle d'amour, de comment une nuit peut changer le cours de toute une vie, de comment parfois nous devons porter des masques pour finalement montrer notre vrai visage, de comment le destin a un sens de l'ironie qui rivalise avec les meilleurs romanciers. Tu as écrit cela toi-même, tu te souviens. Quand j'ai lu ton annonce sur Orphée cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être s'est reconstitué. J'ai vu dans tes mots le même courage désespéré que j'ai vu chez Marine quand elle essayait de cacher sa douleur pour ne pas m'inquiéter. La même force silencieuse que j'ai trouvée ensuite en toi, pas seulement cette nuit-là, mais dans chaque moment que nous avons partagé. Sophie, mon amour, tu m'as donné bien plus que quelques mois de bonheur. Tu m'as donné un but, un héritage qui va bien au-delà des entreprises ou des fortunes. Tu m'as appris que parfois nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. La fondation est à toi maintenant. Utilise-la pour continuer à transformer des histoires de désespoir en contes d'espoir. Utilise-la pour montrer au monde que l'amour, sous toutes ses formes, est la seule force véritablement capable de changer des vies. Continue à écrire, continue à raconter des histoires, notre histoire. Et quand le manque se fera sentir, regarde les étoiles, les mêmes que Madame Marguerite a tricotées dans cette couverture, les mêmes qui nous ont observés durant tant de nuits sur la véranda. Je serai là avec Marine, espérant que chacun de tes mots touche d'autres cœurs comme tu as touché le mien. N'aie pas peur de vivre, mon amour. N'aie pas peur d'aimer à nouveau, si le destin apporte cette opportunité. Ce que nous avons vécu était unique et éternel, mais ton cœur est trop grand pour se fermer après moi. La vie est faite de chapitres, comme tu le dis toujours dans tes cours. Le nôtre fut court mais intense. Il fut parfait dans son imperfection. Il fut réel au milieu de tant de masques. Merci d'avoir été ma dernière et meilleure histoire. C'est avec un amour éternel, Alexandre. Sophie lut la lettre 3 fois avant de pouvoir la poser. Ses mains tremblaient, et les larmes avaient taché le papier à plusieurs endroits. Madame Marguerite, qui était entrée silencieusement dans le bureau, plaça une tasse de thé à côté d'elle. « Il a toujours su exactement quoi dire, n'est-ce pas ?» commenta doucement la dame. Sophie acquiesça, incapable de parler. Son regard erra vers la fenêtre, où le ciel de Saint-Doré commençait à s'assombrir, les premières étoiles apparaissant timidement. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» dit-elle finalement. « Comment il a tout transformé, même son départ, en un acte d'amour. » Madame Marguerite s'assit à côté de sa petite fille, prenant ses mains entre les siennes. « Et maintenant, ma fille, que vas-tu faire ?» Sophie respira profondément, regardant l'ordinateur portable fermé sur le bureau. « Je vais écrire. Je vais raconter notre histoire, pas seulement celle du livre, mais la vraie. Chaque moment, chaque mot, chaque silence, pour que d'autres personnes sachent que l'amour véritable ne se mesure pas en temps, mais en signification. » La dame sourit, reconnaissant dans les mots de sa petite fille des échos des propres paroles d'Alexandre. « Et la fondation ? Je vais la transformer en ce dont il rêvait. Un endroit où des histoires de désespoir se transforment en contes d'espoir, où les masques ne sont pas nécessaires, parce que la vérité de l'amour est plus forte que tout déguisement. » Cette nuit-là, Sophie recommença à écrire. Ses mots coulaient comme une rivière après l'orage, portant des souvenirs, des rêves et des promesses. À l'extérieur, la vieille ville continuait sa vie, ses cloches sonnant les heures, ses pavés gardant les secrets de tant d'amour. Et quelque part, au-delà des étoiles que Madame Marguerite avait tricotées avec tant de soin, Alexandre souriait, non plus avec douleur ou tremblement,
mais avec la sérénité de celui qui avait trouvé et vécu l'amour dans sa forme la plus pure et véritable. La première année sans Alexandre passa comme un rêve au ralenti pour Sophie. Les saisons changèrent, apportant leur transformation à Saint-Doré. Les pluies de printemps, la chaleur de l'été, les feuilles dorées de l'automne, le froid, mordant de l'hiver, mais en elle, le temps semblait s'être arrêté. Ce matin de juillet, la fondation grandit au-delà de toutes les attentes. Sophie se plongea dans le travail avec la même intensité qu'elle consacrait autrefois à ses cours, transformant la douleur en but. Le bureau principal fut établi dans l'ancienne maison coloniale où elle et Alexandre avaient vécu leurs brefs mois de mariage. Madame Marguerite continuait d'être son port d'attache, aidant maintenant non seulement par son soutien émotionnel, mais aussi en coordonnant un groupe de bénévoles qui tricotaient des couvertures pour les patients de la fondation. Chaque couverture avait un motif unique, inspiré par l'histoire de son destinataire. C'est comme tricoter de l'espoir, expliquait la dame aux autres bénévoles. Chaque point est une prière, chaque couleur une possibilité de guérison. Par un matin d'hiver particulièrement froid, Sophie reçut une visite inattendue au bureau de la fondation. Une jeune femme, pas beaucoup plus âgée qu'elle, aux yeux effrayés et aux mains tremblantes. « Je m'appelle Marine », se présenta-t-elle. « Marine Dubois. J'ai vu votre livre, j'ai lu votre histoire. Et maintenant, j'ai besoin d'aide. » Sophie la conduisit dans son bureau, où le portrait d'Alexandre souriait discrètement depuis un mur. La jeune femme raconta son histoire, une histoire douloureusement familière. Son fils de 5 ans avait besoin d'une greffe de moelle osseuse, et elle envisageait de s'inscrire sur Orphée, l'ancien club qui n'existait plus. « Je ne savais plus quoi faire », sanglota Marine. « Puis j'ai lu votre histoire, sur comment vous avez transformé cette nuit en quelque chose de plus grand. » Sophie sentit son cœur se serrer. C'était comme regarder dans un miroir du passé, voir son propre désespoir reflété dans les yeux de cette mère. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-elle doucement, prenant les mains de la jeune femme entre les siennes. « C'est pour cela que la Fondation existe, pour que personne n'ait plus à faire ces choix impossibles. » Ce soir-là, après que tous les papiers eurent été remplis et que les premières étapes pour le traitement du garçon eurent été franchies, Sophie resta tard au bureau. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire, non plus un roman mais un journal de transformation. « Cher Alexandre, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait me souvenir de moi-même ce nuit-là. La même détermination désespérée, le même amour capable de n'importe quel sacrifice. Mais cette fois j'ai pu offrir un chemin différent, un chemin que tu as rendu possible. La Fondation a déjà aidé plus de 200 familles cette année. 200 histoires qui auraient pu être de désespoir mais se sont transformées en espoir. 200 vies touchées par l'amour qui a commencé par une nuit de masques et s'est terminé par la vérité la plus pure que j'ai jamais connue. Mamie continue de tricoter ses couvertures magiques. La tienne, celle avec des étoiles et des lunes, est toujours avec moi. Parfois, dans les nuits les plus difficiles, je m'enroule dedans et je peux jurer que je sens ton parfum. J'entends ta voix, je sens ton amour m'enveloppant comme les étoiles qu'elle a tricotées avec tant de soin. La ville a changé, tu sais. Ce n'est plus seulement le Saint-Doré historique des cartes postales. Elle est maintenant connue comme la ville où l'amour a transformé le scandale en rédemption, où une nuit de secret est devenue un héritage d'espoir. La semaine dernière, qu'une de mes élèves, tu te souviens comme je parlais toujours d'elle, m'a demandé si je croyais encore en l'amour après tout ça. J'ai souri et répondu que j'y crois plus que jamais, parce que tu m'as appris que l'amour véritable n'a pas de date d'expiration. Il ne se termine pas avec le départ physique. Il continue à vivre dans chaque vie que nous touchons, dans chaque histoire que nous transformons. J'écris un nouveau livre. Ce n'est pas de la fiction cette fois, c'est notre histoire réelle, sans masque ni pseudonyme. L'histoire de comment une nuit de désespoir s'est transformée en l'amour le plus véritable qui ait jamais existé. L'histoire de comment toi, même en sachant que ton temps était court, tu as choisi de faire compter chaque moment. Marine doit être fière de toi. Je sais que je le suis. Fière de l'homme que j'ai connu cette nuit-là, du mari que j'ai eu pendant si peu de temps, de l'héritage que tu as laissé non seulement pour moi, mais pour tant de personnes. Parfois, quand le soleil se lève, comme ce dernier matin, je peux te sentir tout près, non pas avec tristesse ou douleur,
mais avec une immense gratitude d'avoir eu le privilège de vivre cet amour, d'avoir été choisi pour transformer notre histoire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Continue à veiller sur nous. De là-haut. Sur moi, sur mamie, sur toutes les familles que nous aidons en ton nom. Et sache que chaque étoile qui brille dans le ciel de Saint-Doré est un rappel de l'amour que nous avons partagé. Un amour que même la mort n'a pas réussi à diminuer. Avec un amour éternel, ta Sophie. Quand elle eut fini d'écrire, Sophie remarqua qu'elle pleurait. Mais c'étaient des larmes différentes maintenant, non plus de douleur brute, mais d'une douce nostalgie, d'une profonde gratitude. Dehors, les cloches de l'église principale sonnaient, annonçant la fin d'une nouvelle journée. Elle se leva et alla jusqu'à la fenêtre. Le ciel était particulièrement étoilé cette nuit-là, chaque étoile brillant comme les points de la couverture de Madame Marguerite. Quelque part parmi elles, elle en était sûre, Alexandre et Marine souriaient, fiers de l'héritage d'amour qui continuait à grandir, transformant des vies, une histoire à la fois. 5 ans s'écoulèrent depuis ce matin de juillet, où Alexandre était parti. Saint-Doré avait changé, non seulement dans son architecture ou dans ses rues, mais dans son essence. La fondation occupait maintenant un pâté de maisons entier au centre historique, ses murs coloniaux abritant des histoires d'espoir et de transformation. Sophie, à 32 ans, était devenue une figure respectée non seulement dans la ville, mais dans tout le pays. Son nouveau livre, Au-delà des masques, une histoire d'amour et de rédemption, avait touché des cœurs dans toute la France. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une nuit de sacrifice, mais un témoignage de comment l'amour peut transcender, car les circonstances, le temps et même la mort. Madame Marguerite, maintenant avec ses 75 ans bien vécus, continuait à coordonner le projet des couvertures. Ses mains, bien que plus lentes, créaient encore des motifs magiques qui semblaient capturer des histoires dans chaque point. Le groupe de bénévoles avait tellement grandi qu'il occupait maintenant une salle entière dans la maison coloniale de la Fondation, transformée en un atelier où conversation, larmes et espoir se mêlaient au son des aiguilles. Par un après-midi d'automne, tandis qu'elle organisait quelques documents dans son bureau, Sophie reçut une visite qui changerait, encore une fois, sa perspective sur l'amour et ses mystères. Marine Dubois, la jeune mère qui avait cherché de l'aide des années auparavant, revint à la Fondation. Cette fois, elle n'était pas seule. Lucas, dis bonjour à tante Sophie, encouragea-t-elle le garçon maintenant âgé de 10 ans. En bonne santé et plein de vie après la greffe réussie. Le garçon sourit, ses yeux brillants d'une intelligence vive. Vous êtes la personne qui a sauvé ma vie, dit-il simplement. Sophie sentit les larmes se former dans ses yeux. Non, mon chéri, celui qui a sauvé ta vie est un homme très spécial qui m'a appris que l'amour peut déplacer des montagnes. Marine sortit quelque chose de son sac, un livre, pas n'importe quel livre, mais un exemplaire ancien de La Nuit. Du cœur silencieux, sa première œuvre. Lucas a lu votre livre, expliqua-t-elle. Il dit qu'il veut être écrivain quand il sera grand, qu'il veut raconter des histoires qui aident les gens comme vous avez aidé. Sophie prit le livre d'une main tremblante. Les pages étaient marquées, avec des annotations dans les marges, faites en écriture enfantine. C'était comme si Alexandre était là, souriant à travers le temps, montrant comment une histoire d'amour pouvait continuer à porter des fruits longtemps après sa fin apparente. Ce soir-là, après que Madame Marguerite se fut retirée pour dormir, Sophie monta sur la terrasse de la maison coloniale. C'était devenu sa tradition maintenant. Lors des nuits importantes, elle partageait ses pensées avec les étoiles, imaginant Alexandre et Marine écoutant quelque part au-delà d'elle. « Tu avais raison », murmura-t-elle au ciel étoilé. « L'amour, véritable, ne meurt jamais. Il se transforme simplement, se multiplie, touche d'autres vies de façon que nous n'aurions jamais pu imaginer. » Le vent doux d'automne jouait avec ses cheveux, apportant le parfum des jasmins qu'elle cultivait encore, dans le jardin. Le même parfum de cette première nuit, maintenant non plus un rappel de sacrifice, mais un symbole de transformation. Dans la salle en dessous, le portrait d'Alexandre continuait à sourire depuis les murs, mais il n'était plus seul. À ses côtés, des photos de familles aidées par la Fondation formaient une mosaïque d'espoir. Chaque visage, chaque sourire, chaque histoire de dépassement était un témoignage de l'héritage qu'il avait laissé.
Sophie retourna à son bureau et ouvrit son journal, le 10e depuis qu'elle avait commencé à écrire à Alexandre. Chaque soir, les mots coulèrent naturellement, comme toujours lorsqu'elle conversait avec lui. « Cher Alexandre, aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon qui veut devenir écrivain parce que notre histoire l'a inspiré. Pas l'histoire de masques et de secrets, mais l'histoire de comment l'amour peut créer des miracles. Il a 10 ans, l'âge que Marine avait quand tu as commencé à remarquer ses premières douleurs. Parfois, je me demande si vous avez tout planifié, ensemble là-haut. Si c'est elle qui t'a montré mon profil sur Orphée, qui t'a inspiré à transformer cette nuit en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La Fondation a aidé plus de 1000 familles jusqu'à présent. 1000 histoires qui auraient pu se terminer en tragédie, mais qui ont trouvé un nouveau départ. 1000 vies touchées par l'amour qui a commencé lors d'une nuit de désespoir et continue à grandir, à se multiplier, à créer de nouveaux chapitres. Mamie continue d'être l'âme de cet endroit. Ses couvertures sont maintenant célèbres. Les gens disent qu'elles ont des pouvoirs de guérison. Je sais que ce n'est pas de la magie, c'est de l'amour. Le même amour qu'elle a mis dans cette couverture d'étoiles et de lunes que je garde toujours avec moi, qui me réchauffe encore dans les nuits les plus froides.